Aujourd'hui, dans le Vélo Geek Podcast, on fait un petit survol des actualités qui ont marqué le domaine du vélo dans les dernières semaines. Évidemment, on ne pouvait pas passer sous le silence le fameux casque de contre-la-montre Giro qui ne laisse personne indifférent. Est-ce que les roues Oakley sont dangereuses? On va faire une réaction par rapport aux deux incidents qui est arrivé pour l'équipe Lotto. Et que signifie l'arrivée de Red Bull comme équipe du World Tour? Aujourd'hui, je partage encore le micro avec mon ami Alex. Bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com. Hey, salut Alex, merci d'être de retour avec moi. On va parler de quelques sujets d'actualité qui ont beaucoup marqué le monde du vélo dans les dernières semaines d'un point de vue technique et voir un peu c'est quoi l'implication que ça a, pas juste pour le cycliste professionnel, mais pour nous, dans le fond, les cyclistes en général. Écoute, t'es prêt? Yes, sir. Merci si on commence avec si on commence avec le casque qui a brisé l'Internet dans les dernières semaines, le fameux casque Giro de contre-la-montre de l'équipe Jumbo-Visma. Écoute, Visma et les bike. On va arrêter de faire de la pub gratuite à Jumbo. Écoute, je pense que le but, c'est pas d'en parler sur un angle est-ce qu'on le trouve beau ou pas, parce que ça serait probablement le podcast le plus rapide et expéditif de l'histoire. C'est pas là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un bon consensus, même si c'est chaque personne a son opinion. Mais après ça, la question où je veux l'amener un peu plus, c'est est-ce qu'on devrait le bannir? Parce que là, on parle beaucoup de ça, là, on veut le réglementer ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut réellement bannir ou est-ce qu'on devrait bannir ces casques-là? La réponse, c'est non. Pas à première vue, du moins. Pas juste pour les raisons, en fait, qui semblent être évoquées dans ce cas-là, selon moi. Pour faire une espèce de parenthèse sur le look, le fait que des amis qui ne suivent aucunement le sport, qui ne sont pas intéressés au vélo, m'ont envoyé des memes cette journée-là de... Comme je pense que c'était cool de juste avoir un peu plus d'exposition pour notre sport. Bon, parenthèse fermée. Pour répondre à ta question, je pense pas que ça devrait être banni comme en fait, à première vue. On dirait que la journée que ça a été lancé est banni automatiquement. Je pense que si c'est pour être banni, il faut que ce soit selon des guidelines qui sont bien clairs et établis. Donc, si c'est sur des bases de sécurité ou des bases de conformité, à première vue, tu devrais être en mesure de au moins suspendre l'utilisation jusqu'à validation. Parce que si c'est simplement sur un point de vue esthétique, c'est que ça crée un précédent qu'après ça, qui devient le juge de ça et quelle autre compagnie va sortir des produits ayant toujours un peu l'épée de Damoclès que si d'un point de vue public ou d'un point de vue l'image, les UCI trouvent que c'est pas beau, on retire ce produit-là, on l'enlève pour une question d'image qui est importante, l'image. Mais après ça, ça devient un terrain très glissant pour les compagnies. Ça bloque l'innovation. Parce que là, toutes les fois que tu vas vouloir désigner quelque chose qui est un peu à l'extérieur du conventionnel, tu vas te faire dire est-ce que j'investis des dizaines, centaines de milliers de dollars, même parfois même des millions de dollars dans un nouveau produit qui au final ne va jamais pouvoir être commercialisé parce que je peux pas... Ben, c'est pas vrai. Pour être commercialisé parce que l'UCI ne réglemente pas la commercialisation d'un produit. Non. Mais pour la plupart des compagnies qui jouent dans ce terreau-là, ben, ils ont besoin d'avoir l'exposition commerciale, l'exposition de marketing qu'une équipe professionnelle régie par l'UCI va offrir. Donc, ça devient un terrain glissant assez rapidement. Tout ça sous le prétexte de l'image traditionnelle ou conventionnelle de ce qu'un équipement de vélo doit être. Parce qu'on parle de guidelines, mais ultimement, comme dans bien des choses, malheureusement, la UCI
n'a pas beaucoup de guides, dans le fond, très précis. En réalité, souvent, les règles sont écrites de façon... Ils ont même déjà sorti cet argument-là. La règle a été écrite de façon philosophique, sans avoir vraiment de guide, de dire, bon, voilà les paramètres précis, fixes, puis... Je vais donner l'exemple de la Formule 1. C'est comme, ben regarde, au début de la saison, il y a des guides, voilà les paramètres. Ils peuvent pas les changer en cours de saison, quoi que ce soit, parce que les équipes vont avoir investi des millions. Et, écoute, si ça donne des choses affreuses, ben change les règlements pour l'année prochaine. Mais tu peux pas en plein milieu changer. Je veux dire, ça a donné en fait des voitures horribles. S'il y a quelqu'un qui veut chercher les nez des voitures de 2014, ils ont contourné des règlements avec des nez qui avaient de l'air, on va être honnête, là, ça avait une forme de phallus. C'était horrible. Ça devenait un show qui n'était pas pour les enfants. C'était horrible. Ils ont changé les règles subséquentes. Mais ils ne pouvaient pas changer en plein milieu de l'année les règlements bon parce qu'ils trouvaient ça pas beau. Là. Non, puis surtout quand tu regardes qu'est-ce qui a été sorti, mettons, dans l'année précédente ou dans les 2 ans précédents, qui poussait un peu les limites de ce qui pouvait être accepté esthétiquement, mettons. Là, c'est juste que ça a pris comme la goutte qui faisait déborder le vase, puis d'un coup, tout le monde s'est pris la claque dans le visage de « Ah non, ça marche pas, ça marche pas. Ouais. » Même jusqu'à un modèle qui a été sorti la même semaine de Rudy Project, qui était accepté, qui était approuvé, puis à cause du backlash du Giro, je me rappelle même plus de son nom, je donne une idée. Mais je pense qu'on l'a tous vu, là, l'espèce de beluga. Ben, tout d'un coup, lui, il s'est ramassé avec la même genre de sanction, alors qu'il avait été approuvé 10 jours auparavant. Donc, ça démontre un peu une espèce de manque de sérieux ou un manque d'organisation. Justement, comme tu disais, c'est l'interprétation des règlements sous un point de vue philosophique et non pas quelque chose de noir sur blanc. C'est que je trouve que le cyclisme a un peu un choix par rapport à ça, c'est d'avoir l'air un peu ridicule sur la forme, avec ce casque-là qui, oui, a un aspect d'image qui va déplaire à beaucoup de gens, mais ou d'avoir l'air ridicule sur le fond. Puis d'avoir l'air un peu d'une organisation, finalement, d'un sport qui est pas très sérieux, qui s'adapte, qui au fur et à mesure, finalement, t'es un peu sur un coin de table et non pas de façon structurée. Je te dirais que c'est un petit peu comme ça que ça se passe de toute façon. Donc, le fait que ça transparaisse un peu, je pense que ça fait juste refléter comment les décisions sont prises de manière générale. C'est ça. Mais tu sais, ultimement, puis je fais le parallèle en F1, les choses qui ont pu être enlevé, banni mi-saison, c'est là, puis c'est là que je vais amener aussi le terrain, c'est au niveau de sécurité. S'il y a un problème de sécurité, puis là, c'est là que c'est le problème, parce que probablement qu'ils présentement, selon encore là les lignes directrices qu'ils ont données, probablement que ça passe à travers tous les normes déjà établies. Mais c'est à se poser des questions aussi. Il y a des normes pour commercialiser des accessoires de protection, ou du moins, c'est comme des casques. Dans le cas présent. Dans certains marchés, ça doit passer un certain nombre de certifications. Je sais pas si, puis là je parle pas en connaissance de cause, mais je sais pas si ça s'applique en utilisation en compétition réglementée parce que ce n'est ou sur route fermée parce que c'est pas un outil qui va être utilisé par le commun des mortels, c'est exclusivement dans une application d'un sport professionnel. Donc je sais pas si les mêmes réglementations s'appliquent. Mais ça serait un truc à ajouter sur la liste, la checklist d'approbation, tout simplement, c'est d'avoir une certification d'un inspecteur, ou du moins d'une entité externe à tout ça. Puis ça se trouve, là, il y a plein de centres de tests pour faire appliquer des normes ISO ou quoi que ce soit qui existent. Puis d'avoir ce papier-là qui valide la sécurité dans l'usage. Parce que si tu prends en compte tous les cas d'usage dans le cyclisme professionnel, je pense qu'il n'y en a aucun qui est plus dangereux, ou du moins qui est le plus à risque qu'un contre-la-montre par équipe, rouler à 60 km/h sur le plat, dans des descentes encore plus, alors qu'ils sont à 5 cm de la roue avant, dans une position complètement aérodynamique, ils n'ont pas le temps de réaction, ils n'ont pas accès aux freins. Donc le nombre de chutes dans des contre-la-montre par équipe est relativement élevé. Avec des conséquences élevées. Avec des conséquences élevées. Puis, c'est pas d'essayer de dire, ben, OK, on va aller chercher, je sais pas moi, 4 watts à 60 km/h avec ce nouveau casque-là pour le coureur en avant. Parce que c'est surtout là que les gains vont se faire, en fait. Là. C'est au premier de fil. Puis de mettre la santé de
tout le monde en danger à cause d'un gain en performance. Puis c'est là où est-ce que j'ai un peu plus de difficulté à accepter. Puis de ce que je comprends, c'est pas... Ouais, il n'y a pas assez de réglementation, de guidelines de ce côté-là. Puis je pense que c'est plus cet angle-là que ça devrait être regardé que l'esthétisme. Parce que c'est ça, c'est vraiment le point de vue au niveau de la sécurité. Parce que gros comme ça aussi, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus accrochant. Moi, je pense directement, s'il y a une chute, des fois, c'est pas tant au niveau de l'impact direct, mais ce que ça peut amener un peu en termes de rotation de tête, quoi que ce soit. Puis, c'est ça, tout ça d'un point de vue sécurité. Puis après ça aussi, il y a même un point de vue de la réglementation. Est-ce qu'on veut vraiment que le casque devienne finalement un élément de carénage? C'est quelque chose qui est vraiment à discuter. Qui serait vraiment dû pour être vraiment avoir une grosse réglementation avec des paramètres bien établis. Là, présentement, par absence de ces paramètres-là, moi, je peux comprendre les compagnies après ça de vouloir... c'est les paramètres dans lesquels je peux travailler, donc... C'est pas à moi de légiférer ça. Donc, je pense que là, il y a un travail de la UCI à faire de vraiment... Je pense que c'est correct de vouloir dire non, on veut pas que le casque devienne ces gros attributs qui deviennent presque que la tête n'a plus l'air d'une tête. Mais il faut que ce soit fait en amont. Ça peut pas être simplement adapté au fur et à mesure des nouveaux modèles de casque qui sortent. Tout à fait. Tu sais, il y a un processus d'approbation pour les roues pour les CI, pour les casques, pas pour les casques, pour les cadres. Je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être appliqué un peu à toutes les pièces d'équipement, selon moi. Sans rendre ça lourd, là, je veux dire, il y a certaines choses qui sont comme des pneumatiques, je veux dire, c'est relativement traditionnel. Mais surtout les pièces d'équipement, comme les vêtements, les casques, ça doit passer déjà par une série d'approbations. Pourquoi est-ce que c'est seulement après la réaction de l'Internet. En tout cas, j'étais un peu... Ça a attiré l'attention. Ouais, puis je pense qu'on devrait le prendre en tant qu'industrie, cette attention-là. Donc... Absolument. Ouais. Écoute, puis parlant justement de règlement et de vraiment un peu s'adapter et de changer d'avis à la dernière minute en fonction des événements qui peuvent arriver de façon périodique, on va parler des fameux pneus Oculus, parce que justement, si on parle de photos qui ont fait le tour du web aussi, la fameuse photo presque en plus back-à-back des coureurs de l'auto, avec des pneus très clairement déjantés, et là, rapidement, le blâme Oculus est le nouvel ennemi numéro 1 des cyclistes. Je pense que, même si personnellement, je ne suis pas nécessairement un fan du Oculus, je pense qu'il y a un débat à avoir, il y a beaucoup de nuances à apporter là-dessus plutôt que de simplement mettre un point simple sur une raison. Je pense qu'il y en a plusieurs que je veux regarder avec toi, mais... En fait, il y a des gens qui confondent encore Oculus et Tubeless. Donc... ça veut dire à quel point on a encore beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là. En fait, Oculus, c'est que c'est des jantes qui n'ont pas de crochet. T'sais, si vous regardez vos jantes à la maison, puis il y a un petit crochet en haut qui retient en fait la tringle du pneu. Oculus, en fait, c'est que c'est des parois verticales sans aucun point d'attache. Puis ça retient juste par pression latérale. Puis ultimement, tout le monde qui aurait des craintes par rapport au Oculus, je retiens à dire que tout le monde a des Oculus finalement, parce que tous les pneus de voiture, les pneus de moto, et même dans la haute performance, c'est du Oculus. Donc c'est pas un problème qui est inhéremment problématique de concept. C'est sûr qu'en cyclisme, il y a des limitations très spécifiques qui peuvent faire l'application plus complexe finalement. T'sais, on ne demande pas en auto d'avoir des pneus à 100 grammes minces. Donc c'est autre chose. Toi, tu dis que tu as roulé quand même Oculus depuis longtemps. Tu n'as jamais eu de problème personnellement. Non, c'est ça. C'est d'un point de vue personnel. Même tout le monde que je connais. Il n'y a rien qui saute aux yeux comme étant une utilisation problématique. Surtout, mettons, on parle de pneumatiques beaucoup plus volumineux, mais en gravel, même en mountain bike depuis des années, c'est des choses qui n'arrivent. En fait, il n'y a pas d'incident relié à ça. Puis en fait, même d'un point de vue pro, premièrement, les deux incidents qu'il y a eu, il y en a un qui a été déclaré que c'était très clairement à cause d'une chute, d'un impact finalement, donc ce n'était absolument pas l'Oculus ni la roue le problème. Bon, le deuxième est en investigation, mais ça fait
3 saisons au moins que ces roues-là Ouais. sont utilisées et que là, tout à coup, donc, tout à coup, ce serait les roues les plus dangereuses au monde, mais ça fait quand même 3 ans qu'ils sont utilisés, ces roues-là. Là. Ouais, puis je pense que c'est pas de mettre hookless, toutes les roues hookless dans le même panier. Ça, je Non. pense que c'est là qu'il faut faire attention. Les deux incidents en question dont on fait référence, c'est en fait les deux coureurs de l'auto. Un, Thomas de Hent à euh, ouais, c'est ça, Saudi Tour, Ouais. je pense que c'est ça, au Ouais. Dubaï, UAE Tour. Euh, excuse, des courses dans le désert en début de saison, sinon je me perds un peu, je suis désolé. Mais dans les deux cas, c'est la 353 NSW de chez Zip qui est en cause. Mm. On dit en cause, qui est impliquée. Mm. Puis je pense que c'est plus au niveau de la largeur interne de la jante, où est-ce qu'il commence à avoir une espèce d'overlap au niveau de la réglementation, des recommandations ISO euh, qui ne sont pas suivies par, euh, par l'équipe ou à la demande des coureurs. À ce niveau-là, on n'est Qui, pas dans leurs non. chaussures, donc c'est dur à... Qui selon Zip est correct, mais selon les règles ISO, non. Ouais, Mais ultimement, les règles ISO, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que ça fait déjà longtemps que le tubeless existe, qui est développé, qui est commercialisé, et le Oculus aussi. Mais les règles ISO, ça fait moins d'un an. Tu disais, c'est juillet dernier, Ouais, juin dernier? il me semble que c'est sorti en juillet dernier, du moins ça l'a... Je sais pas quand ça a été rendu public, mais ça a été communiqué à l'ensemble de l'industrie au début de l'année 2023 ou dans la première année de l'année 2023. Puis sur une jante avec 25 mm de diamètre interne, ils ne recommandaient pas un pneu. En fait, ils ne recommandaient pas. Ils disent qu'il ne faut pas installer un Mm, pneu euh, de moins de 29 mm. mm, Ça, c'est pas la mesure gonflée, c'est la ouais, mesure donnée par les manufacturiers de pneus ouais. qui confirme la compatibilité au CLES de son produit. Mm, Parce que la plupart des cas, on va dire, ben, ok, ben, je vais mettre un pneu dessus, puis s'il mesure plus que 29, je suis correct. Non, non, c'est comment le casing a ouais. été conçu. Il faut qu'il soit fait pour mesurer plus de 29 mm. Pour une jante quelconque. Souvent, il les mesure sur des jantes de 19 ou de 21, là, ça va dépendre. Mais il faut qu'il respecte cette construction-là. Puis s'il fait Parce qu'il y moins avait de même une autre 29, règle ISO, si je me trompe pas, qui disait aussi que si la jante, dans le fond, si la mesure mesurée dépassait comme 10% de plus que la mesure étampée, ouais, les recommandait tu sais, il disait que c'était plus une compatibilité. Donc, si on avait ouais. un pneu, justement, 20, de 28 mm, ben, Puis si qui on avait, si mesurait on, trois si ça. mesuré, il était rendu à 31, là, il Ouais. disait non, ce n'est plus compatible finalement. Ouais. Puis c'est un peu ce qu'on voit avec la plupart de ces jantes-là, avec largeur interne très très large, ou qui Mm. tend vers le 25, avec des pneus 28, c'est que malheureusement, tu sais, ça ballonne à plus de 30,5, de 31. Ça devient problématique. Euh, donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là Mm. une interprétation un peu libérale Parce de que c'est pour mettre en quoi. contexte, il y avait des 28 mm finalement. Oui, ah oui, excuse, Vittoria j'en ai qui oublié. sont reconnus pour être relativement étroits en Ouais, plus. qui sont sur disons, la tolérance interne du. Ouais. Disons, c'est un 28 faible pour ceux qui ont des références en construction. Euh, donc, ouais, c'est un peu. Donc, oui, effectivement, on ne l'avait pas précisé, c'est que l'incident est arrivé avec des roues de 25 mm internes et des pneus de 28. Puis, techniquement, selon les normes ISO, ce n'est pas compatible. Par contre, sur le site de Zip, ils disent que ce l'est. Puis, c'est là où est-ce que. Qu'est-ce qui prend le précédent? Selon moi, c'est les normes. Tu sais, ça a été relativement bien communiqué, puis c'est dans la responsabilité des équipes. Les équipes sont au courant de cette réglementation-là depuis une communication qui a été faite l'an passé, en mi-saison, Il qu'il devrait faut du qu'ils... moins. Ah, mais ils le sont. Je te confirme qu'ils Il le le- sont. Je veux dire, j'ai reçu cette Mm. communication-là. On l'a... euh, des équipes avec qui on travaille ont reçu cette communication. Même s'ils n'utilisent pas de technologie au CLES, ils ont Mm. reçu la communication de l'UCI. C'est relativement clair qu'est-ce qui doit être respecté ou pas. Puis après ça, tu sais, on sait pas c'est quoi. Il y a aussi une limite de pression de pneus par certains 72 volumes. PSI? 72,5 pour être bien précis. Euh, c'est là, je pense, où est-ce qu'on tombe dans une espèce de zone grise. C'est-à-dire que la pression d'un pneu, c'est... euh,
En fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de cause. Bien sûr, tu as la variance de, de ta pompe. Est-ce que ta Hmm. pompe est précise au PSI Pour près? avoir La fait des réponse, c'est tests, je non. te garantis qu'il y a des énormes Ouais, différences de précision au niveau des pompes, mais très grandes. ouais. Dans une pompe neuve, il y a jusqu'à 10% d'écart. Donc, tu penses que tu es à Facile. 65, mettons, tu te dis, ah, je suis bien en masse, mais non, tu es pile sur la limite, puis tu le sais Hmm. pas. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a un peu plus de danger. Bien sûr, la tolérance, ils le diront jamais, mais ce n'est pas 72,5 ou 73, si tu veux Hmm. arrondir, tu sais, il y a une zone de tolérance supplémentaire. Hmm. Mais de ce que je comprends, elle est pas énorme. C'est pas le double, c'est pas 1 fois Hmm. 1,5. Je pense que c'est relativement étroit cette zone de compensation-là, ou du moins Puis c'est là où est-ce que ça commence à être un peu compliqué euh, tu sais, pour les équipes pro. Je m'attends à ce qu'ils soient en mesure de s'arranger. Mais pour le commun des mortels, c'est là où ça devient un peu plus compliqué à suivre. Il faut que Personnellement, l'information soit transmise, puis ça part de l'industrie. Et pour le consommateur, ça part beaucoup aussi des boutiques. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont même pas au courant, qui ont des Oculus, qui finalement font pas attention à ça, puis ils se mettent eux-mêmes à danger, pas, mais par manque finalement de compréhension de ce qu'est le Oculus dans l'industrie et dans les boutiques même, là. personnellement, je crois en cette technologie-là. Par contre, t'as mis le doigt dessus, c'est l'éducation autour de ça. Puis ça passe beaucoup par la dernière personne qui a un contact avec le client pour vendre le Hmm. vélo. Puis c'est là où est-ce que j'ai un peu de crainte par rapport à l'industrie en général, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui ne le sait même pas, qui vend un vélo avec des pneus Oakless, avec des roues Oakless en question. Puis la personne qui l'achète, ben après ça, mettons, tu t'en vas t'acheter une paire de pneus, je sais pas moi, t'arrives au magasin pour changer tes pneus, t'as pas ton vélo avec toi nécessairement, tu te dis, ah, je vais le faire chez moi, puis tu prends le premier pneu qui te passe, Hmm. qui t'intéresse, puis tu te rends compte au final que tu as pris la version non tubeless parce que tu roules pas tubeless. Et malheureusement, les pneus non tubeless ne sont pas compatibles sur des jantes hookless. Ouais. Donc, ça se peut Puis que il y en a plus sans le qu'on pense, parce que savoir, comme on disait, comme toutes les Giants, des quoi, les roues Giant en carbone, des comme ouais, 5 dernières années sont toutes Oculus. toutes les roues Giant Cadex des 4 dernières années ou 5 dernières années, carbone, Hmm. l'entièreté sont hookless. Combien de, combien de vélos Giant sont vendus Hmm. par année? C'est des centaines de milliers, là. Donc, Ouais. c'est là où est-ce que tu peux te rendre compte il y a... Par contre, j'imagine que tu sais, les employés dans les boutiques Giant, il y a beaucoup plus de Giant Concept Store de plus en Hmm. plus. Je pense que c'est verticalement intégré pour que Ouais. l'information se passe. Par contre, les boutiques affiliées à la marque, mais peut-être qui n'ont pas accès au même genre d'information, Hmm. est-ce que l'information se rend jusqu'au vendeur sur le plancher qui est Hmm. peut-être à temps partiel pour un été seulement, puis qu'au final... Fait que tu sais, c'est là où est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hmm. Euh, j'ai pas une crainte par rapport à la technologie en elle-même. Hmm. Puis quelqu'un qui est bien éduqué sur le sujet va faire un choix Ouais. éclairé. Puis de plus en plus, c'est assez visible, là. Je veux dire, tu prends Hmm. ta roue, puis c'est marqué littéralement comme Hmm. hookless maximum pressure. C'est en anglais, bien sûr, là. Ouais. 73. Puis sur le pneu, ça va être la même chose. Donc, jusqu'à un certain point, il y a de plus en plus d'éléments qui t'empêchent de faire une erreur. Parce que pour revenir au cas de Thomas de Ghent Ouais. spécifique, ben, si on revient justement à la pression, on le saura jamais. On ne pourra jamais en avoir la confirmation à 100%. Mais est-ce que je serais prêt à parier beaucoup d'argent sur le fait qu'une équipe un peu de la vieille école, un peu conservatrice, qui sont pas nécessairement à l'avant-garde, avec un coureur vétéran qui, pour tout ce que ça a aussi de bienfait, a ses habitudes, est-ce qu'on peut en être certain qu'il n'a pas dépassé 72 PSI, surtout aussi avec la température que ça n'ait pas monté à 72? C'est ça l'affaire. Disons qu'il y a tout cet aspect-là à penser que je pense qu'on ne pourra jamais le savoir, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. M'étonnerait pas que la pression interne soit plus proche du sang que ce qu'on pense lors de l'incident. Euh, mais oui, on peut pas vraiment le savoir. Donc, définitivement plus nuancé que simplement mettre le doigt sur
un problème spécifique dû au CLUS. Écoute, je pense que c'est un peu comme le tubeless ou quoi que ce soit, c'est une technologie qui va se développer, puis un peu comme n'importe quelle technologie qui devient bonne, il faut qu'on passe un peu à travers une phase d'avoir des problèmes pour arriver à un produit à maturité. Donc, je pense qu'ultimement, on est dans cette phase-là. Dans... Oui, par contre, tu sais, c'est pas des. Je pense pas que je pense que c'est un produit qui est déjà mature. Hmm. Parce faut pas qu'il y ait d'étapes bêta dans un produit commercialisé. Tu n'es pas en mode ah ben les consommateurs ont donné les derniers testeurs du produit. Ouais. Puis je pense vraiment pas que c'est ça qui s'est passé dans ce cas-là. Je pense que ça a le plus mis l'accent sur OK, il y a peut-être il y a peut-être un manque d'information ou un manque d'éducation qui est plus grave que ce qu'on pensait initialement. Puis c'est de mettre vraiment l'effort de ce côté-là. Éduque adéquatement, puis informe adéquatement. Un manque d'éducation, peut-être sur un point en plus dont la marge d'erreur, dans le fond, où les possibilités d'erreur d'installation et tout ça sont beaucoup plus grandes. Ouais. Donc, je pense que c'est effectivement ça, quelque chose qui est vraiment... en tout cas, ceux qui ont des vélos Giant 2018, de 2018 et plus, allez voir si vous êtes au CLUS. Ouais. Si vous en êtes pas au courant. Puis je vous confirme, si vous avez une Zip ou une Envy des 3 dernières années, vous êtes en Oculus. Donc, oui, je vous l'informe. Ouais. Effectivement. Donc, fait que c'est là qu'on voit aussi, puis ça fait longtemps qu'Envy et Zip roulent sur le Pro Tour. On peut pas dire que c'est une hécatombe de problèmes qu'il y a eu. Donc, c'est malheureux. C'est une image qui a fait peur à beaucoup de gens. Mais je pense encore qu'il faut qu'il y ait de la nuance, définitivement. Exact. Hey, on finit avec une autre nouvelle, finalement, peut-être un peu plus d'un point de vue directement Pro Tour, mais qui peut plus influencer la façon qu'on va consommer, si on veut, peut-être le sport professionnel du cyclisme dans les prochaines années. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, finalement, on a su que Red Bull a acheté 51% de l'équipe Bora-Hansgrohe. Et on s'en doutait que ça s'en venait. Et là, ça a l'air que d'ici le Tour de France, va officiellement devenir avec les nouveaux kits équipe Red Bull Racing. J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que tu as hâte de voir les kits Red Bull avec les fameux casques Red Bull gris, bleu, rouge comme ces iconiques casques sur le Tour de France? Moi, d'un point de vue en tant que spectateur de ce sport-là, qui, dans le dernier podcast qu'on a fait, j'ai mentionné que j'étais un peu déçu des kits des équipes pro autant, masculines que féminines, cette année. J'ai vraiment hâte de voir ce que le kit Red Bull, c'est à quoi le kit Red Bull va ressembler. C'est clair que d'un point de vue marketing, il apporte une machine de plusieurs milliards de dollars de revenus par année. C'est une compagnie qui est évaluée à des dizaines de... C'est rendu à un point où est-ce que c'est plus le produit qu'ils vendent qui est valorisé, qui a une valeur. Oui, en effet, je veux dire, leur revenu vient de là, mais c'est tout le brand Red Bull qui est puissant. Puis de mettre ça sur une équipe professionnelle de cyclisme, en fait, je pense que ça va juste mettre un peu plus de lumière sur notre sport. Donc ça, d'un point de vue visibilité, top-notch. D'un point de vue look, je suis sûr qu'ils vont arriver avec de quoi de super intéressant pour les gens qui sont déjà passionnés et qui veulent juste voir un peu de renouveau. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus, puis je vais te laisser continuer là-dessus, mais c'est le tu sais, oui, c'est une chose, l'équipe en question, l'équipe Bora-Hansgrohe qui transitionne vers Red Bull. Le fait que soit propriétaire de 51% des parts de la structure de l'équipe qui est séparée des commanditaires. Ça, je trouve ça très intéressant également. Mais c'est surtout tout ce qui est autour du cyclisme, parce qu'il y a un modèle, c'est un modèle qui est souvent remis en cause de comment le sport est consommé. Puis je pense que c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Oui, mais puis, je veux juste continuer sur ton point aussi. Tu sais, je trouve qu'une équipe comme ça, c'est un modèle qui est plus viable aussi à court terme. On voit souvent des équipes qui font quelques années, qui mettent un peu d'argent, c'est fini parce que finalement, l'équipe pro est une entité indépendante et qui a des revenus de commandite qui viennent à gauche, à droite, mais si ces revenus de commandite-là cessent, finalement, la compagnie d'une équipe professionnelle n'a pas les reins solides. Là, quand
Red Bull ne fera pas faillite du jour au lendemain. Il va toujours avoir un énorme capital. Donc, ça fait que cette équipe-là, dans le temps, est beaucoup plus résiliente. Et c'est ce que j'aimerais voir de plus en plus, définitivement, d'un point de vue pro. Ça amènerait une stabilité. Et une stabilité qui pourrait aider, justement, à amener plus de capital, plus de sponsorship, parce que on n'a pas peur de dire que c'est que, bon, OK, l'équipe va faire 2-3 ans, va avoir un peu moins de commanditaires, elle va fermer. Donc, ça amène une stabilité définitivement plus. Mais En ce moment, ce qu'on a avec ça, c'est, mettons, les équipes qui sont commanditées par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, même Ineos, mettons, des compagnies pétrochimiques. C'est surtout de ça qu'il y a en ce moment, qui ont assez les reins solides pour dire, ben nous, fait ce qu'on veut avec ça. Puis, oui, mais comme ils n'ont pas de propriété dans l'équipe, ils peuvent retirer leur fonds du jour au lendemain. Exact. Puis c'est là que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va y avoir plus de ces genres de multinationales. En fait, rendu là, c'est dans des compagnies, des Forbes 500, qui vont dire, ben, tu sais quoi, moi, c'est peut-être un projet de passion pour certains, mais pour Red Bull, je pense que c'est vraiment un côté revenu à côté de ça qui n'est pas exploité encore. Je pense que c'est là-dessus que tu allais continuer. C'est comme... Oui, parce que, tu sais, moi, d'un point de vue, puis justement, on en a parlé tout à l'heure, puis c'est ça que je disais, c'est que, tu sais, je vis du vélo. Mais, dans les dernières années, j'ai beaucoup perdu d'intérêt sur ce qui est le spectacle, finalement. La diffusion, l'intérêt pour tout ce qui est la course finalement et la culture qu'il y a derrière la course professionnelle. Je trouve que ça s'est vraiment pas mis à jour. On est vraiment, c'est la même chose que là des dizaines d'années. Ça s'est pas renouvelé. Je pense aussi que l'auditoire ne s'est pas renouvelé aussi. Puis ça, même si c'est pas quelque chose de bon, faut que l'auditoire se renouvelle parce que sinon, maintenant, c'est bon pour personne dans l'industrie, c'est bon pour personne dans le cyclisme parce que ça va ultimement mener à simplement le déclin. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à Red Bull, justement, c'est tout ce que ça peut amener parce qu'ils n'ont pas peur de changer les conventions, justement, d'amener du renouveau. Puis je faisais le parallèle avec la Formule 1, justement, encore. Que ça, justement, ben regarde, oui, je l'avoue, je suis un fan de Formule 1, ça s'est beaucoup renouvelé dans les dernières années. Red Bull a beaucoup investi là-dedans, même s'ils ne vendent pas de voitures. Ils ne vendent pas de voitures, Red Bull, mais ils ont 2 équipes. Mais, tu sais, ils mettent un renouveau qui amène de l'intérêt. Puis, faut se rappeler que finalement, il faut que le cyclisme professionnel soit un spectacle intéressant à regarder. Donc, on amène de l'intérêt qui, présentement, je trouve, est drabe. Ça manque d'excitation, ça manque, puis ça utilise pas la technologie à son plein potentiel. Moi, je rêve d'avoir une course où ce que finalement, regarde, sur l'écran, là, je peux avoir les datas, dans le fond, les power meters sont connectés directement, je peux savoir qu'est-ce que la personne roule, la puissance, le rythme cardiaque, des caméras on board, on entend ce qu'il est radio, directement entre les équipes. Regarde, c'est 500 grammes de plus sur le cadre. Regarde, tu es un cycliste professionnel. Vous avez tous ce 500 grammes-là de plus sur le cadre. Il faut donner un spectacle. C'est ce que Red Bull veut. Ils ne voudront pas s'investir dans un sport qui reste accroché trop passé. Ils vont vouloir le moderniser. Puis ça, je pense que le cyclisme a grandement besoin de se moderniser. Je suis 100% d'accord. Puis la technologie existe déjà. C'est pas comme si, comment qu'on fait ça? Non, ça existe déjà, les transpondeurs sont là. C'est juste que l'information n'est pas communiquée parce que c'est... Puis c'est drôle parce que tu faisais le parallèle avec la F1, mais si un sport comme la F1 qui est financé à... que je mettrai pas de chiffre dessus, mais ça doit être à 200 fois le financement de toute l'industrie cycliste. Du moins, tout le sport, tout le côté professionnel du cyclisme arrive à partager des informations qu'on pourrait penser confidentielles, ou du moins qu'il faudrait essayer de garder sous une espèce de protection. Puis qu'en tant que consommateur de ce sport-là, on est capable d'avoir accès à ça à tous les week-ends. Pourquoi est-ce que on peut pas faire ça dans parce que c'est non seulement l'écouter en direct devient
beaucoup plus comme ça rajoute tellement de couches beaucoup plus intéressantes. Puis en plus, on vit dans une ère de contenu aussi. Fait en plus, si on a toutes ces datas-là, des fois c'est juste trop pour analyser en temps réel souvent. Mais ça permet aussi de créer du contenu suite aux courses, de voir où ça s'est gagné, de faire des comparatifs, puis ça rend toute l'analyse vraiment plus intéressante, plus Ouais, au lieu complexe. de On peut dire, vraiment... il y avait des meilleures jambes là, aujourd'hui. Non, non, il y a d'autres choses que juste. C'est Ouais, vraiment ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment un besoin de renouveau dans le monde du cyclisme professionnel. oui. Puis, écoute, j'espère, parce que Red Bull, dans le fond, ben, oui, ils ont changé beaucoup de conventions. C'est arrivé en F1, c'est arrivé dans plein d'autres choses que sont arrivées vraiment, que tout le monde les regardait de travers, finalement. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'ils vont changer nos façons de faire. Puis que finalement, ça se ramasse que finalement, le sport en ressort gagnant, là, finalement. Ouais, Fait qu'après ça ça, par le on, haut. on aimera le produit ou on n'aimera pas, on se rend compte, c'est, Ouais, tu c'est autre sais, chose. rendu là, le produit en tant que tel, je veux dire, c'est pas. Puis c'est ça qu'il faut faire la distinction. Je pense qu'il y a Red Bull, ça, la boisson énergétique. Ça, personnellement, j'en consomme pas, puis c'est correct, là, mais le brand Red Bull, je le vois quand même d'un point de vue positif. Pourquoi? Parce que ils offrent du contenu. Puis c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Mais en même temps, c'est que c'est pas une source de revenus qui est uniquement liée à la vente de leurs produits, du de leurs produits physiques. Il y a des sources de revenus qui sont de diffusion. En ce moment, tu sais, si vous allez télécharger l'application Red Bull TV, ben, c'est tous des sports un peu niche, puis qui n'arrivent pas à trouver de plateforme, mais qui fit dans une espèce de mode extrême où, puis eux, ils arrivent à comme vendre leurs produits par ce branding-là. Euh, mais si tu prends un sport qui est mature, qui est bien établi, mais qui a un problème de diffusion, ça fait penser à quelque chose, il me semble, ça fait penser au, ça fait penser au vélo pas mal. Un Ouais. sport centenaire qui est regardé par des centaines de millions de personnes, qui a un des événements sportifs les plus intéressants sur la planète, le Tour de France. Entre autres. Il y a d'autres choses sur le calendrier, mais c'est 50% du dollar marketing vélo est mis sur le Tour de France. Donc, ça vous donne à peu près une idée de son importance. Euh, il me semble que c'est passe-moi l'expression anglaise, mais un low-hanging fruit pour une compagnie qui a déjà une expertise en diffusion. Juste arriver et dire, tu sais quoi? On va acheter les droits, puis on va le mettre sur notre plateforme. On va grandir ça à notre façon, à notre sauce, avec peut-être la technologie de diffusion en direct de transpondeurs pour justement les wattages, le nombre de kilojoules que ce coureur-là a consommé durant l'étape. Euh, à la limite, maintenant, il y a même des applications pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé, puis c'est quoi leur carence. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment là de rendre ça geek au point est-ce que les gens qui veulent vraiment être informés puissent l'être. Puis les gens qui ont aucune idée de ce côté-là puissent avoir une espèce de vitrine ou ouais, une espèce de loupe sur c'est Ouais. quoi en fait au cœur de ce sport-là, en fait. Mm. C'est purement de l'énergie transformée en vitesse. Mm. Puis, euh, ouais, je serais vraiment, vraiment Plutôt que curieux. d'enlever l'élitisme, parce que je trouve que le Ouais, vélo, présentement, c'est comme... Il y a un élitisme, là, c'est comme, ah ben, justement, il y a ceux qui le comprennent, ouais, mais on dirait, l'entre-deux est complexe. C'est-à-dire que ouais. c'est un sport qui peut être complexe, mais dont, d'un point de vue médiatique, je trouve que c'est mal éduqué. Ah, clairement. Et ceux qui baignent dedans, on dirait, n'ont pas, ont peut-être pas, malheureusement, on ne perçoit pas autant d'intérêt à vouloir démocratiser finalement la connaissance de ce sport-là. En C'est fait, c'est- j'ai c'est l'impression que malheureux. les experts, d'un point de vue média, mettons, Mm. généraliste, qui diffusent des courses de vélo, ils n'ont pas cette connaissance-là de toute façon. Mm. C'est souvent des gens d'une époque Mm. qui n'avaient pas accès à ce genre d'informations-là, Non. ou du moins qui l'ont vécu d'un point de vue, ah, je suis coureur, mais je sais pas comment analyser ça ou comment le gérer. Puis je pense que c'est ça la prochaine frontière à dépasser. La prochaine barrière à dépasser, c'est comme de mettre des gens qui sont
de la nouvelle école, ou du moins qui ont une vision sur la nouvelle utilisation de la technologie dans ce sport-là. Euh, Là, c'est clair, mes références sont plus anglophones parce que je consomme presque tout en anglais, malheureusement. Mais c'est là où est-ce qu'il y a le plus de contenu, en fait. Puis, tu sais, les gars de Lanterne Rouge, Lantern Rouge, comme ils diraient. euh, Lanterne Rouge, qui est un média anglophone, ironiquement. ouais. Ironiquement, avec pantalon français, Patrick Bro, un Australien il s'est trouvé une job avec Visma Leasebike en tant que conseiller parce que c'est un des seuls qui est capable de verbaliser. Il voit une course, puis il sait exactement ce qui s'est passé d'un point de vue, oui, visuel puis stratégique, mais d'un point de vue physiologique, où est-ce que quel type de puissance a été appliqué à tel endroit, des conditions qu'on met. Tu sais, il est capable d'avoir une espèce d'analyse après la course, ou même pendant, qui sait un peu qu'est-ce qui va se passer. Puis cette personne-là serait exactement le genre de candidat que tu voudrais mettre sur une équipe de diffusion, pas en tant que commentateur, mais en tant qu'analyste, mettons, 5 minutes après les faits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tu veux. Euh, du moins, moi, c'est ce que moi je veux. Peut-être que je projette mes désirs, mais Ouais. on verra. Toutes des choses vraiment intéressantes que j'espère que Red Bull va un peu brasser. Puis peut-être un dernier point aussi, ce que je trouve, tu parlais d'intégration verticale, je pense aussi ce que ça peut amener, c'est quand même d'un point de vue technologique, ils ont pas peur d'utiliser leurs différents départements pour... Puis Red Bull Technologies, qui est finalement à la base même du développement des voitures de F1. Tu sais, oui, il y a des collaborations qu'il y a eu des fois avec des équipes, mais souvent, c'est presque plus marketing de dire « Ah oui, on a fait affaire avec... » Mais là, si Red Bull a mainmise sur une équipe, là, c'est plus juste potentiellement une collaboration juste de nom, juste marketing, mais ça devient quelque chose vraiment sur le fond qui va être vraiment... qui va avoir beaucoup plus de substance, qui va avoir vraiment plus d'investissement, parce que là, finalement, c'est pas juste « Oh, signe un chèque, puis... » On va avoir de l'air, tu vas avoir une association avec quelque chose qui s'apparente à la F1. Là, c'est vraiment, ben non, on va réellement travailler ensemble pour arriver avec des solutions innovatrices, avec ce qui est bon aussi avec des gens qui sortent, qui sont pas nécessairement dans ce milieu-là, qui n'ont pas des idées trop préconçues. Je pense que c'est là le plus intéressant. Exactement. Ah, écoute, merci beaucoup. On a fait un bon tour justement de ce qui a fait un peu la manchette d'un point de vue actualité dans les derniers temps. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule, dans le fond, un prochain podcast actualité. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et on se revient. Oui, avec plaisir, Martin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Yes. Salut, Alex. À bientôt. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant, avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de sel et les capteurs de mouvement dynamique, et bien entendu, mon expérience et savoir-faire. Le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.